La persécution des Juifs a été synonyme d'une spoliation à très grande échelle. En 1936, par exemple, en Allemagne, les propriétés juives étaient déjà taxées à 25% et un tiers des entreprises juives avaient changé de main. Et la communauté juive d'Allemagne, avant 1939, qui possédait en 1933 environ 12 milliards de marks, n'en possède plus que 5 en 1938. Tout au cours de l'année 1938, les mesures de spoliation et d'étranglement économique s'aggravent. En avril 1938, les Juifs doivent déclarer tous leurs biens. En juin, tous les entrepreneurs juifs, les petits patrons, les commerçants, les artisans doivent se faire enregistrer. Et après la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, les Juifs sont sommés de payer, à titre d'amende, 1 milliard de marks pour les réparations, évidemment le terme est entre guillemets. Enfin, en décembre 1938, les dernières entreprises juives doivent être arianisées, comme disent les Allemands. Il faut mettre évidemment des guillemets, c'est-à-dire qu'elles doivent passer sous l'administration d'un entrepreneur non juif. Avec la guerre, la situation se durcit encore. La spoliation des biens juifs se radicalise et le vol, d'ailleurs, c'est un vol à grande échelle, va financer une partie du budget de l'Allemagne. Il est intéressant d'écouter à cet égard le meilleur spécialiste allemand de la question, l'historien Götz Haly, qui estime que les biens volés aux juifs avant la guerre, donc entre 1933 et 1939, dépassent à eux seuls le budget de toute l'Allemagne en 1939. Quand la guerre commence, je le disais, la spoliation se radicalise. Quelques mesures, à titre d'exemple. En septembre 1942, une série de directives réglemente l'utilisation et la distribution des biens volés aux Juifs qui sont conduits au seuil de la mort, y compris les biens les plus dérisoires, les valises, les lunettes, les ciseaux, le matériel de rasage, le matériel de couture, absolument tout. En juillet 1943, la loi allemande stipule que, je cite, « les biens d'un Juif seront confisqués par le Reich après sa mort ». Évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner l'or qui a été volé sous toutes ses formes, y compris d'ailleurs sous la forme de l'or dentaire, qui a été ensuite fondu pour fabriquer des lingots destinés à la Banque centrale d'Allemagne. Et il est important aussi de noter que cet or a été blanchi par la Suisse. Parallèlement au recensement et au fichage, les communautés juives et les particuliers doivent faire enregistrer leurs biens partout. C'est la première étape de la spoliation que les Allemands baptisent arianisation. Des administrateurs ariens prennent donc en main des entreprises juives. Seulement, la spoliation n'a pas le même visage à l'est et à l'ouest de l'Europe. À l'est de l'Europe, dans des communautés juives qui sont beaucoup plus pauvres que celles d'Europe occidentale, le pillage passe surtout par l'exploitation du travail servile, c'est-à-dire la mise en esclavage de dizaines, voire de centaines de milliers de travailleurs juifs. À l'ouest, en revanche, le schéma est peu semblable. À l'ouest, il s'agit d'abord d'une spoliation directe de biens. Les Allemands préfèrent largement compter sur les autorités locales, comme c'est le cas avec Vichy, en France. En revanche, en Belgique et aux Pays-Bas, ce sont eux directement qui spolient les biens juifs. Il est aussi important de noter que la spoliation, comme d'ailleurs la persécution générale des Juifs sous le Reich, a toujours été couverte par le droit, c'est-à-dire par la loi. En clair, des lois nouvelles, pratiquement chaque semaine, permettent de bloquer les comptes bancaires, de confisquer les appartements, les meubles, de saisir les entreprises, de frapper de nullité les dispositions testamentaires antérieures des citoyens juifs. Enfin, au seuil de la déportation, pour les Juifs du Reich par exemple, toute possession personnelle de plus de 100 Reichsmark et de plus de 50 kilos de bagages est confisquée par les autorités allemandes. Enfin, devant même les chambres à gaz, à l'orée de la mort, les biens personnels des Juifs ont été saisis et sont entreposés dans ce que, au camp de Auschwitz en particulier Birkenau, on a appelé, par dérision bien sûr, le Canada. Pour mieux faire comprendre ce qu'a été cet immense transfert de richesses, qu'a été la spoliation des biens juifs à l'échelle d'un continent, on va prendre le cas français. Le 27 septembre 1940, en zone occupée, en zone nord donc, une première ordonnance allemande définit d'abord qui est juif et ordonne le recensement. Tout commerce, précise l'ordonnance allemande du 27 septembre, dont le propriétaire ou le détenteur est juif, devra marquer sur la devanture de l'entreprise ou de la boutique une affiche bilingue « Entreprise juive ».
En décembre 40, d'ailleurs à Paris, près de 5000 commerces sont signalés de la sorte. Le 18 octobre 1940, toujours en zone nord en France, une deuxième ordonnance allemande définit ce qu'est une entreprise juive et lui impose de se déclarer avant de nommer à sa tête ce qu'on appelle un administrateur provisoire, c'est-à-dire tout simplement un gérant non juif qui sera en charge de l'entreprise dans sa totalité. En novembre 1940, on estime qu'en zone nord, 11 000 entreprises détenues jusque-là par des artisans ou des patrons juifs ont été déclarées de la sorte, et elles sont gérées donc par des administrateurs provisoires. Enfin, troisième mesure importante, en avril 1941, toujours en zone nord, le Reich bloque l'accès aux comptes commerciaux, puis aux comptes privés des citoyens juifs. Et qu'en est-il de Vichy ? Vichy a créé de sa propre autorité le commissariat général aux questions juives le 29 mars 1941 sans demande allemande. Comme on l'a vu d'ailleurs, c'est sans demande allemande qu'ont été édictés le premier statut des Juifs en octobre 1940 et le deuxième statut de juin 1941. Ce deuxième statut, justement, de juin 1941, aggrave les interdits professionnels et en juillet, le mois suivant, il étend, ce statut, les mesures d'arianisation à l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire zone nord et zone sud. En mars 1942, de son côté, Berlin crée une branche particulière du ministère de l'économie du Reich qui coordonne la saisie des biens juifs en France, en Belgique et aux Pays-Bas, c'est-à-dire des pays où les communautés juives sont un peu plus à l'aise, évidemment, qu'en Europe orientale. Et entre autres, d'ailleurs, fait partie de cette branche le pillage des appartements qui ont été laissés vides par leurs occupants juifs. Enfin, en juillet 1944, nous avons une statistique de l'administration allemande. Elle est très précise et elle indique que rien qu'en France, zone nord et zone sud, 69 000 appartements appartenant à des juifs ont été vidés de tous leurs biens. Un dernier mot, et Vichy. Est-ce que ce gouvernement français de l'époque a lui aussi participé à la curée? Sans aucun doute. On ne peut pas oublier que, rien que pour le département de la Seine, 31 000 dossiers d'arianisation ont été ouverts et qu'au total, pour l'ensemble de la France, 50 000 dossiers ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national. 80 000 comptes bancaires ont été bloqués, 100 000 œuvres d'art ou objets d'art ont été volés, plusieurs millions de livres ont été volés dans les bibliothèques, dont beaucoup de bibliothèques privées. À ce bilan, qui est déjà très lourd, il faut ajouter, même si cela peut paraître dérisoire, les biens et les valeurs détenus par les internés à Drancy, à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, qui leur ont été confisqués, mais aussi dans tous les autres camps d'internement, de Gurs au camp des Milles, près d'Aix-en-Provence. Il y a un autre exemple édifiant, toujours en France, de cette spoliation généralisée, c'est le vol des biens culturels. Je prendrai quelques exemples. Le vol de toutes les collections des familles les plus riches de la communauté juive de France, les Rothschild, les David Weil, les Kahn, les Seligman, qui commence dès septembre 1940. Mais ce n'est pas tout. Il y a également le vol des bibliothèques qui sont littéralement dévalisées. Je pense à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, dont les 40 000 volumes sont transférés en Allemagne. Je pense au fonds de l'école rabbinique, du séminaire rabbinique de la rue Vauquelin à Paris. Je pense à la bibliothèque de la Fédération des sociétés juives de France. Ajoutez à cette spoliation le pillage des hôtels particuliers, un exemple parmi d'autres, le pillage de l'hôtel particulier de Nissim Camondo. Et en fait, ce pillage des biens culturels n'a pas concerné, on s'en doute, que la France, il a concerné l'Europe entière. On peut penser par exemple à la bibliothèque de l'historien Simon Dubnow à Riga en 1941 ou aux bibliothèques juives de Rome en octobre 1943. Enfin, on ne peut pas ne pas évoquer non plus l'action Reinhardt et le pillage auquel elle a donné lieu. Ça a été l'occasion effectivement d'un pillage systématique. Nous ne prendrons que quelques exemples. Près de 1000 wagons de marchandises ont quitté Treblinka pour Lublin avant d'être expédiés en Allemagne au cours de l'action Reinhardt. Un deuxième exemple, celui de Hambourg. Au moment de la spoliation et du pillage des biens des Juifs hollandais, on estime qu'entre 1942 et 1943, 45 cargaisons représentant 27 000 tonnes de marchandises
de produits volés aux juifs néerlandais sont arrivés à Hambourg, ils ont été vendus aux enchères, et on estime, c'est l'historien allemand Frank Bayor qui est de loin le meilleur spécialiste de la question, il estime donc, dans une étude très précise, que 100 000 habitants de Hambourg ont participé à ces ventes aux enchères et ont donc profité de ces biens. Donc, que la spoliation des biens juifs ait enrichi les Allemands, aujourd'hui tous les historiens en conviennent. C'est encore une fois l'historien Goetzali que je citais au début de cette séquence qui l'a dit, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, Hitler a acheté les Allemands.